Le problème, c'est qu'il y a une volonté aussi de morceler les luttes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aime pas cette façon où la lutte des quartiers, c'est la lutte des quartiers, la lutte du climat, c'est la lutte du climat, etc. Et qu'on voit, je veux dire par là, enfin, je sais pas, moi, je rêvais au moment où il y avait les révoltes des quartiers populaires pendant une semaine. Mais il y avait des casserolades 2 semaines avant, je veux dire par là, c'est pas comme si il se passait rien. Ben, c'est de soutenir les quartiers populaires, de dire c'est nos jeunes, c'est nos enfants aussi qui sont réprimés en fait, qui sont en train de se révolter, de se rebeller face au pouvoir. Et pourquoi on n'appelle pas à la grève? Pourquoi on n'appellerait pas à la grève? Anas Kazim, bonjour. Bonjour. Tu es cheminot, syndicat Sudrail. Par ailleurs, tu es membre, on pourrait peut-être même dire tête d'affiche du parti Révolution Permanente. Porte-parole. Porte-parole. Ça me va. Tu souhaitais te présenter et porter les couleurs de RP au présidentiel en 2022, mais tu n'as pas pu obtenir les 500 signatures nécessaires des maires de France. Peut-être en intro, tu as envie de revenir rapidement sur ce début de campagne et les moulins à vent contre lesquels tu as dû te battre. Sur la campagne présidentielle, c'est vrai que ça fait déjà presque un an et demi maintenant. C'était une bonne expérience. Peut-être qu'on va renouveler l'expérience en 2027. Je ne sais pas, on n'a pas encore décidé si on y va, est-ce que je serai candidat ou si ça sera un autre camarade. On fait pas de culte de la personne, donc on décidera collectivement à ce moment-là. Mais c'était une bonne expérience pour nous, c'est la première. On n'était pas encore officiellement une organisation parce qu'on a eu notre congrès de fondation en fin d'année 2022. Cette campagne, elle s'est faite alors qu'on sortait du NPA de manière très compliquée. Nous, on parle d'exclusion à ce moment-là. Mais ça a été une grande expérience. On est ressorti avec 160 parrainages. Mine de rien, on a été devant des gens comme Christiane Taubira et d'autres. Et avec 3 minutes 45, parce que ça c'est important de le dire, 3 minutes 45 de temps de parole sur les 2 derniers mois de campagne, quand par exemple Zemmour a parlé 148 heures cumulées à la télé, Marine Le Pen 145, etc. Voilà. Donc comme quoi, on nous dit souvent il n'y a qu'à Faucon, voilà, mais il y a les présidentielles, présentez-vous, etc. C'est totalement faux. Voilà. Et on le voit encore avec les sénatoriales, ce sont les maires qui élisent les sénateurs. Et pourquoi ça ne bouge pas? Parce que les maires sont tenus à la gorge, hein, pour dire de cette manière-là, la plus polie possible. Ils sont tenus, voilà, il y a des subventions, il y a énormément de choses, il y a plein de gens qu'on a rencontrés. On a vu 7000 maires, parfois certains 6 fois, 7 fois. Faut se rendre compte du nombre de kilomètres. Et des maires qui te disent moi j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais bien vous parrainer, je trouve qu'un jeune, je trouve qu'une personne issue de l'immigration, etc., ça serait incroyable, mais désolé je ne peux pas vous parrainer parce que j'attends 20 000 € du conseil départemental, c'est LR et j'ai pas envie qu'ils sachent, voilà. Et les gens l'ignorent peut-être aussi, 70% des maires, 7 maires sur 10 ne parrainent personne. Voilà. Donc il y a Macron, LR, PS qui récupèrent leur maire. Ensuite, il y a un peu d'entraide vis-à-vis de la gauche institutionnelle. Et enfin, vis-à-vis de l'extrême gauche assez habituée du paysage politique français. Je veux dire, c'est plus facile de parrainer Poutou ou Nathalie Arthaud que de parrainer Anas Kazim. Voilà. On reviendra du coup pendant l'entretien sur RP. Mais nous, on commence toujours par les actualités politiques. Alors, la rentrée politique qui nous a été imposée par le gouvernement, c'est le sujet de l'abaya. À l'école, il manquait de profs, les profs sont mal payés, ils travaillent dans des conditions de merde. Et encore une fois, on a vu une focalisation sur la visibilité soi-disant de l'islam. Les sociologues parleraient de panique morale. Le cadrage du débat qui a été imposé, c'est est-ce qu'on est pour ou contre l'abaya? Je pense qu'il est important de sortir de ce cadrage du débat qui mène à des divisions à gauche. Et on a besoin, quand il y a un débat comme ça qui sent l'extrême droite, de reposer autrement les termes du débat pour pouvoir profiter de la séquence et non pas subir la séquence médiatique. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
et qu'est-ce que pourrait être un autre cadrage qui nous permettrait d'adresser les problèmes sans rentrer dans les termes qui sont imposés par l'extrême droite? Déjà, ce que je pense de l'interdiction du port de la abaya et en réalité toute forme de ressemblance, c'est-à-dire tout ce qui est robe longue, tout ce qui est tunique longue, les sortes de grands t-shirts un peu oversize que fait H&M et d'autres marques, aussi des joggings parfois un peu oversize. Enfin, il faut se rendre compte que c'est pas la abaya qui est seule visée là-dessus, mais c'est en réalité les tenues larges que porteraient les jeunes femmes racisées ou de confession musulmane ou non. D'ailleurs, parce qu'il y a des personnes racisées qui ne sont pas spécialement musulmanes et qui ont été recalées aussi dans certaines écoles. Donc ça nous montre en réalité qu'aujourd'hui, il y a une offensive de plus en plus réactionnaire, raciste, islamophobe du gouvernement. On avait un Emmanuel Macron au début qui a essayé de coopter les quartiers populaires. Il y avait la question de l'Algérie, où il avait dit que l'Algérie était un crime contre l'humanité. Il y avait ces grands discours à Marseille où il disait « je vois des Marocains, des Algériens, etc. » où il y avait vraiment une volonté d'essayer de faire semblant de rompre. La réalité, c'est que les gens ont compris que le projet de Macron, c'est un projet néolibéral d'attaque des acquis sociaux. Et donc, lorsque vous avez 94% des actifs au moment des retraites qui sont opposés à votre politique et qu'on voit qu'il y a un rejet massif, je veux dire, la première journée du match de Coupe du Monde de rugby, c'est fait au sifflet de 80 000 personnes dans le stade, je veux dire, et c'est pas les gens des quartiers populaires qui étaient là le jour du premier jour de match de la Coupe du Monde de rugby. Donc on voit qu'il y a une détestation profonde, et ce que trouve la bourgeoisie comme solution, historiquement, c'est d'essayer de diviser les classes populaires, de diviser la classe ouvrière autour de projets racistes, réactionnaires et autres. Pour moi, ça, c'est de comprendre aussi on va dire, les éléments plus profonds, structurels de ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est central autour de la abaya, c'est que c'est la continuité de la répression des quartiers populaires, des révoltes du mois de juillet. On a essayé de réprimer, de discipliner les jeunes des quartiers après la mort de Naël, autour d'une justice d'exception, comme l'avait demandé, comment il s'appelle déjà, Dupond-Moretti. Je veux dire, on a quand même mis en prison des gens pendant un an ferme pour des histoires de fromage, de canettes, de paquets de gâteaux, etc. C'est assez hallucinant. Alors que la rentrée, on nous explique que le vol dans les supermarchés a augmenté. Et on se rend compte que y a différents vols dans les supermarchés. Et alors que ce vol-là, il est lié à la dénonciation d'une inégalité sociale, raciale profonde dans les quartiers populaires. Et on voit qu'il y a une justice d'exception là-dessus. On en a tué d'autres derrière, parce qu'il y a eu Mohamed qui a été tué à Marseille. Il y a eu Eddy qui a été lâchement réprimé, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun enseignement, forme d'enseignement qui a été tiré après la mort de Naël. Au contraire, ils continuent le rouleau compresseur. Et pour moi, comme je dis, ils ont tué Naël et maintenant ils essayent de réprimer les sœurs de Naël d'une certaine manière. Voilà, donc c'est une continuité raciste, islamophobe du pouvoir. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que le gouvernement, il avance non pas juste autour de la police ou autour de sa politique, il avance aussi autour de silence et d'une forme de complicité à certains moments de la gauche institutionnelle et de la bureaucratie syndicale. Je veux dire que si l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des partis de gauche de ce pays se soulevaient pour empêcher cette interdiction-là, je pense que ce ne serait pas passé aussi rapidement. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a une crise profonde dans l'antiracisme, mais qui est liée au fait qu'on réprime. Je veux dire, quand tu dissous des organisations importantes comme le CCIF, Baraka City, quand tu fermes des mosquées, quand tu renvoies des imams, tu les expulses alors qu'ils vivent ici depuis 40, 50 ans, etc. Bah oui, ça crée de la peur aussi chez beaucoup d'autres de se dire, et si moi je m'exprime, si je dis ce que je pense, qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Et à gauche, on regarde ça. Je veux dire, on regarde ça.
Il y a eu des débats assez incroyables. Moi, on a fait partie à Révolution permanente de la marche du 23. On n'a pas signé le texte parce qu'on trouvait qu'il était limité, pour plusieurs raisons, je ne détaillerai pas. Mais on avait participé à demander quand même, vu le contexte de la rentrée, d'ajouter la abaya, la lutte contre l'interdiction de la abaya. Enfin, je veux dire, le nombre d'organisations de gauche et syndicats qui ont dit si on met la lutte contre l'interdiction de la abaya, on se retire de la marche du 23, veut dire tout ce qu'il faut comprendre sur comment Attal arrive à avancer comme ça. Alors, deuxième question d'actualité, le gouvernement est incapable de prendre en charge un vrai problème comme l'infection des punaises de lit, et du coup il invente, comme tu disais, des problèmes existants ou tout du moins extrêmement minoritaires comme le port de l'abaya à l'école pour détourner l'attention des Français vers un ennemi intérieur fantasmé chargé de ressouder la nation française blanche, hein, donc. Et comme tu le dis, ce qui ne suffit pas, parce qu'en fait le président il se fait quand même huer à la cérémonie d'ouverture de rugby. Parce qu'en effet, l'actu chaude du moment à Paris, en banlieue parisienne en tout cas, c'est les punaises de lit. Certains pensent, en tout cas le bar en face de chez moi, qu'on nous refait un Covid pour nous détourner de vraies questions comme l'augmentation des prix de la vie. Toi, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi tu penses que cette question elle s'est autant imposée dans le débat public ces dernières semaines? Bah déjà, la première chose par rapport à ce qu'on disait sur la abaya, enfin moi je ne considère pas que c'est une diversion. Faut qu'on fasse attention parce que beaucoup peuvent utiliser ce terme-là qui sous-tend en fait à banaliser l'oppression raciale. Il y a du racisme d'État profondément, structurellement. Il y a une institution policière qui est une institution profondément coercitive, un pouvoir judiciaire qui est pieds et poings liés au rôle coercitif que joue la police dans ce pays-là. Et donc, déjà, pour moi, il faut partir du fait que c'est une offensive raciste et islamophobe, c'est d'opprimer des êtres humains par rapport à leur religion ou à leur couleur de peau. Ensuite, on peut discuter de l'utilisation politique de l'oppression raciale. Et oui, il est clair qu'il est plus aisé d'essayer de coopter les franges les plus réactionnaires de la société autour d'un projet raciste, autour d'une oppression raciste, plutôt que d'essayer de discuter de l'augmentation des salaires, des minima sociaux, etc. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc voilà, juste vraiment pour remettre un peu de politique là-dedans, parce que sinon, en fait, on banalise et on balance tout, et au final, ça veut rien dire le racisme, ça veut rien dire le sexisme, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, sur les punaises de lit, j'ai pas une position complotiste sur le Covid. Pour moi, le Covid a existé pour de vrai. Moi, je l'ai vécu dans ma chair et au plus près. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille. J'ai perdu mon beau-père, j'ai perdu une petite cousine de 17 ans qui était diabétique type 1 qui est morte du Covid. J'ai un oncle qui est mort du Covid. J'ai un oncle à qui on a retiré quasiment 5 litres de liquide ou d'eau, je ne sais pas ce qu'il avait dans les poumons, qui était à 2 doigts de mourir, tellement il n'arrivait pas à respirer. Donc, enfin voilà. Et puis je ne compte même pas le nombre de collègues, d'amis qui ont perdu un papa, une maman. J'ai un collègue qui a perdu sa mère et son père. Son père a été... on a enterré la mauvaise personne, parce qu'il faut savoir, les gens l'oublient, mais pendant le Covid, on ne pouvait pas voir les corps, les mises en bière, etc. Enfin, c'était une situation terrible. Et un ami est allé à l'enterrement pensant que c'était l'enterrement de son père. Et en fait, c'était pas son père. C'est la famille du défunt, lorsque en fait, leur père à eux n'était pas mort du Covid, donc ils ont pu faire la mise en bière et ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne personne, c'était pas leur père qui était dans la chambre mortuaire, et c'est eux qui ont avisé mon collègue. Et le pire, enfin dans tout ça, c'est que les pompes funèbres ont déterré en loose day le soir et la mauvaise personne, et sont partis enterrer en loose day, toujours la même nuit, le père de mon collègue, sans jamais lui dire. Et c'est plusieurs jours que il a été avisé par la famille de ce qui s'est passé. Il est en procès, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que c'est, mais imaginez, enfin, on ne peut pas dire à cette personne-là
non, le Covid c'est une invention, etc. Enfin, moi, au cimetière, j'ai vu des amis de 50 ans de mon beau-père qui n'ont pas pu rentrer au cimetière parce que c'était 20 personnes. Alors qu'on était 23, il a laissé 3 personnes ne même pas pouvoir, alors que le cercueil, il y avait 10 mètres de distance, tu ne pouvais pas le toucher. Et en même temps, on nous expliquait que dans le RERB, c'est pas grave si tu es entassé, tu ne peux pas attraper le Covid. Mais par contre, dans un cimetière en plein air, une personne qui est dans un sac mortuaire, dans un cercueil fermé, que tu n'as pas touché, pas vu, que tu ne peux pas porter, pas sortir de la voiture, tu ne peux être que 20 et pas 23, parce que 23, il y a un risque pour le Covid. Enfin, c'était une situation. Donc moi, le Covid, je l'ai vécu dans ma chair. Et jamais je laisserai qui que ce soit m'expliquer que c'est une invention ou je sais pas quoi. Après, bon, voilà. Moi, j'ai jamais chopé le Covid, par exemple. C'est pas pour autant que je pense que c'est une invention. Toute ma famille autour de moi l'a eu. Ils en sont... mes proches en bonne santé n'ont pas eu grand chose, mis à part quelques jours de toux et de courbatures. Mais voilà. Mais il faut mettre les choses dans son contexte. Après, les punaises, pour moi, enfin, c'est bien réel maintenant. Et je pense que le gouvernement, il est tellement dépassé partout, en réalité, qu'il essaye de voir sur quoi il peut mettre un petit peu d'énergie, plutôt que de parler de sujets centraux. Moi, je pense que le traitement des punaises, c'est important. Ceux qui ont déjà eu des punaises chez eux, ils le savent pertinemment, que je veux dire, c'est pas une vie d'avoir des punaises chez soi, qu'il faut mettre les moyens, il faut permettre aux gens de dire que voilà, s'il y a des punaises chez vous, c'est 100% traité, gratuit, etc. Vous ne payerez rien pour que les gens ils puissent se dire tranquille, moi si je dois traiter des punaises de lit chez moi, je sais qu'il n'y a rien à sortir de ma poche. On devrait donner les moyens pour faire en sorte que les rames, les bus, etc. soient totalement désinfectés tous les jours et plusieurs fois par jour s'il faut, que le nettoyage il soit aussi sous le contrôle des travailleuses et des travailleurs, parce qu'on voit, enfin c'est terrible, je veux dire, l'état des bus, des métros, des RER, c'est parce que il y a un refus de pouvoir mettre de l'argent là-dedans. Quand tu apprends que les sièges, ils ont une teinte et une coloration particulière, justement parce que c'est étudié pour ne pas voir la saleté, ne pas voir les poussières, etc. Enfin, je pense que tout le monde a déjà vu ces vidéos où il y a quelqu'un qui prend un balai, qui tape sur un siège de bus qui est rose fuchsia, avec du bleu, du vert, etc., où on ne voit pas de saleté, et qui tape, et le truc, il y a une fumée de poussière devant soi. Donc, moi, je veux dire par là, il faut être conscient de ça, il faut le traiter. Maintenant, le gouvernement essaye, pour ne pas discuter de sujets centraux et de les esquiver, essayer de voir comment il fait un conseil de défense, etc. là-dessus. Mais bon, après, pour moi, là, pour le coup, on peut dire que c'est une forme de diversion qui est utilisée, en tout cas d'opportunisme, parce que il y a un peu de psychose, il y a des gens qui paniquent. Moi, je vois dans le RER, tu as des gens, ils ne s'assoient pas, alors que le RER il est vide. Tu vois qu'ils commencent à regarder. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le RER A, il y a un couple de personnes âgées, elle regardait le siège et il lui dit fais gaffe s'il n'y a pas de punaise. Donc ça existe, je veux dire, c'est normal, les gens ont peur et ils ont le droit d'avoir peur. Maintenant, on a le droit de parler aussi de sujets centraux, le fait que les gens n'arrivent pas à se nourrir correctement, et voilà. Une autre actu dont je voulais te parler, parler avec toi, c'est la chasse aux soi-disant mauvais arrêts de travail. Je pense que c'est une actu qui n'a pas été comprise par la classe politique de gauche à sa juste valeur. En effet, les réformes macronistes, comme tu le disais tout à l'heure, elles forment un tout cohérent qui est néolibéral plus. On n'avait jamais vu ça en France, parce que la droite n'osait jamais aller jusque-là. La gauche caviar avait conscience que ça braquerait son électorat populaire, donc elle n'allait pas jusque-là non plus. Et là, on est dans une séquence politique qui est ultra particulière, où la droite extrême que représente Macron n'a plus peur de l'alternance de la gauche, elle n'a plus peur. Et du coup, c'est l'alternance d'extrême droite qui sont en train de préparer. Et du coup, c'est open bar des réformes les plus dégueulasses. Donc on a eu la réforme du chômage, on a eu le conditionnement du RSA, on a eu la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on a la chasse aux soi-disant mauvais arrêts de travail en mettant la pression sur les médecins généralistes. Comment on fait et comment on lutte contre ce détricotage de nos services publics, et comment on fait pour faire prendre conscience à nos concitoyens qu'on est en train de se faire avoir.
Comment on fait? Moi, je pars du principe qu'il y a une volonté en réalité des gens de pouvoir lutter. Je veux dire, la France est un épicentre de la lutte de classe à l'échelle mondiale. Enfin, si tu vas voir, je sais pas moi, une personne aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, et tu lui dis en France ça lutte pas assez, il va se foutre de ta gueule, quoi. Il va te dire ah bon, vous luttez pas assez. Enfin, je veux dire, quand tu regardes depuis 2016 le cadencement, si je peux dire de cette manière-là, le nombre de grèves, de luttes, de secteurs qui sortent, je veux dire, on a tout connu. Les manifs écolos, les manifs féministes, les manifs antiracistes, les 2 fois les retraites, la loi travail XXL, la réforme de la SNCF. Enfin, je veux dire, on lutte beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défaites en France, et notamment depuis presque 30 ans, mis à part le CPE, le reste, c'est 30 ans de défaites depuis 95. Et que c'est aussi pourquoi je fais de la politique aussi, pourquoi Révolution Permanente, pourquoi on a aussi des positions intransigeantes sur ces questions-là de bilan, de lutte, etc. C'est parce qu'on considère que pour arrêter cette machine infernale de défaite sur défaite, il faut à un moment donné se poser et tirer les bilans de pourquoi on ne gagne pas, pourquoi c'est un échec. Je veux dire, quand tu as 3,5 millions de personnes dans la rue et que tu perds, c'est inadmissible. Tu ne peux pas en fait, alors que les journées saute-mouton étaient critiquées en 2016 comme inefficaces pour pouvoir faire reculer le gouvernement de Hollande sur la loi travail, revenir en 2023 avec 14 journées isolées, alors que les gens occupent la Concorde pendant le 49.3, qu'il y a 65% de la population qui dit il faut le blocage de l'économie, il faut la grève générale, et que tu as des gens comme Berger qui t'expliquent que non, ils sont opposés au blocage de l'économie parce que bloquer l'économie, c'est bloquer les salaires, etc. Que dans la rentrée, malgré tout ce qui se passe, lorsqu'on demande à la patronne de la CFDT est-ce que vous voulez prendre votre revanche sur le gouvernement, elle répond non, nous ne voulons pas prendre notre revanche sur le gouvernement. Je veux dire, ça c'est central. L'attitude et le rôle de la gauche institutionnelle aussi à travers l'histoire est central. Je veux dire, si on ne voit pas les trahisons de la gauche institutionnelle arriver au pouvoir et l'impasse stratégique, je veux dire, beaucoup, il n'y a pas que moi, Piketty le dit, qui n'est pas un trotskiste. Piketty dit le programme de Mitterrand dans les années 80 était beaucoup plus radical que le programme de Mélenchon. Ouais. Mais la question, elle n'est pas qu'une question de rougeur du programme. Elle est dans l'incapacité à pouvoir le faire et le fait qu'il n'y a aucune volonté. Je veux dire, moi, je suis internationaliste. Révolution Permanente fait partie d'une fraction internationale avec des organisations dans plusieurs pays, et ce qui m'amène aussi à suivre beaucoup la politique étrangère. Je veux dire, les gens qui se souviennent des révoltes au Chili en 2019 et qui se souviennent de l'élection de Boric, qui est un jeune bureaucrate, étudiant, etc., mais qui fait office un peu de candidat d'extrême gauche. Enfin, il y a dans des journaux, on a dit que c'était comme si c'était Poutou ou je ne sais qui était au pouvoir. Regardez la politique que fait Boric. Je veux dire, il y a des meurtres dans les manifestations. Il a été élu sur un principe central, c'était la libération totale de l'ensemble des prisonniers politiques des révoltes chiliennes. Il n'a sorti personne de prison. Enfin, c'est terrible, la politique qu'il mène. C'est un continuum du suivi de la politique d'injonction vis-à-vis du FMI, etc. Enfin, je veux dire, la question du FMI en Amérique latine est une question centrale et c'est un marqueur fort. Et quand vous avez des politiques néo-réformistes qui viennent avec un programme, qui sèment des illusions et qui au final ne font rien de ce qu'elles disent, c'est terrible. En fait, pour moi, la lutte contre le détricotage des services publics, elle est liée à la lutte générale contre le gouvernement, en vérité. Le problème, c'est que quand tu n'as que des luttes purement défensives en permanence, qui demandent beaucoup d'énergie, qui finissent par des défaites, sans aucun bilan, sans rien du tout. Je veux dire, le bilan de l'intersyndicale de 5 mois de lutte des retraites, c'est qu'il n'y avait pas assez de syndiqués. Tu vois? Et donc, si en fait, on ne tire pas les bilans
de ces défaites, de pourquoi on lutte de manière défensive, je veux dire, on ne va jamais améliorer quelconque service public, quoi, je veux dire par là. Donc ils vont continuer à avancer. Le problème, c'est ça aussi. C'est que quand tu as une culture de la défaite, quand tu perds, à un moment donné, tu es groggy. C'est-à-dire que c'est même plus les patates d'où elles viennent, tu acceptes. Mais quand tu commences à gagner, quand tu commences à les mettre en déroute, c'est à ce moment-là où tu commences à aller avancer, à être beaucoup plus tatillon. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu sais plus où. Tu vois ce que je veux dire? Le mec t'a mis la abaya, là, il est en train de te dire à faire des groupes, tu vois. Mais t'as même pas répondu à la question, tu vois ce que je veux dire? Des abayas, et il n'y a pas de prof dans les salles. Et qu'est-ce que tu fais là-dessus? Tu vois? Qui s'organise? Qui propose la moindre chose là-dessus? Tu vois? C'est ça qui est problématique. Donc, ouais, on peut détricoter tout ce qu'il y a à détricoter. Le problème, c'est que si à aucun moment on règle une bonne fois pour toutes, on a une victoire de notre camp social sur une réforme, sur des salaires ou autre, ben c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'il y a une volonté aussi de morceler les luttes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aime pas cette façon où la lutte des quartiers, c'est la lutte des quartiers, la lutte du climat, c'est la lutte du climat, etc. Et qu'on voit, je veux dire par là, enfin, je sais pas, moi, je rêvais au moment où il y avait les révoltes des quartiers populaires pendant une semaine, mais il y avait des casserolades deux semaines avant, je veux dire par là, c'est pas comme si il se passait rien. Ben, c'est de soutenir les quartiers populaires, de dire c'est nos jeunes, c'est nos enfants aussi qui sont réprimés en fait, qui sont en train de se révolter, de se rebeller face au pouvoir. Et pourquoi on n'appelle pas à la grève? Pourquoi on n'appellerait pas à la grève? Il y a un problème là-dessus? Je sais pas, je veux dire... Superbe transition, Anastasia. Merci. Assassinat du jeune Naël, c'était ma dernière question d'actu. L'assassinat du jeune Naël a été suivi d'un mouvement de révolte dans de nombreux quartiers populaires urbains. Le gouvernement en face pointe une triple responsabilité, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et potentiellement, du coup, une soi-disant mauvaise éducation des mères, en plus des mamans. Par ailleurs, toi, tu l'as beaucoup dénoncé, il y a eu les procès, il y a eu les comparutions immédiates, il y a une justice expéditive, de toujours les mêmes, hein, qui sont pris dans ce problème de justice expéditive. C'est évidemment les jeunes hommes non blancs des banlieues. Toi, comment tu analyses cette séquence? Et comment tu analyses notamment, ça rebondit sur ce que tu étais en train de dire, notamment le fait que les députés de gauche ne sont quasiment pas allés soutenir sur place les quartiers populaires, et que les militants de gauche, ils ne sont pas allés sur le terrain rejoindre les révoltes. Et en fait, ils ont laissé les jeunes de ces quartiers seuls face aux flics. Bah déjà, la situation elle est différente par rapport à 2005, au moment de la mort de Ziad Bouna, par rapport à la question de la gauche et autres. C'est qu'on voit qu'il y a quand même quelques avancées là-dessus. Enfin, il faut savoir qu'au moment de la mort de Ziad Bouna, il n'y avait rien du tout, quoi. Je veux dire, c'était lutte ouvrière parlait de hooligans. En parlant de la jeunesse des quartiers populaires après la mort de Ziad Bouna, c'est pour vous dire le niveau politique qu'il y avait à cette époque-là. On a, avec beaucoup de militants antiracistes des quartiers et autres, les luttes qu'on a forgées récemment, etc., sur les violences policières, sur la... On peut couper une minute parce que je voulais bien regarder quelque chose. Je tourne. Alors, tu étais aux hooligans. Aux hooligans. Non, mais plus globalement, enfin voilà, quoi, il y a eu des avancées par rapport aussi aux différentes luttes qu'il y a eu récemment, que ce soit la loi sécurité globale, les manifestations du comité Adama après la mort de George Floyd, la marche contre l'islamophobie. Il y a, comment dire, il y a aussi le fait qu'il y a un mouvement important qui a traversé la France et qui a été très réprimé, c'est le mouvement des Gilets jaunes, où au final la question des violences policières, elle a changé lorsque les Blancs, pour dire de cette manière-là, de cette France périurbaine, lorsqu'on a commencé à voir en plein direct des gens se faire éborgner, se faire défoncer par des centaines et des milliers d'images et autres, des journalistes, la question des violences policières, elle a pris une autre dimension, ce qui fait que, bah oui, avec les images terrifiantes de la mort de l'exécution de Naël, enfin c'est une exécution, quand tu tires, tu dis je vais tirer et tire-lui dessus, shoot-le, c'était les termes du deuxième flic
shoot-le, et que tu tues un jeune de 17 ans avec une balle dans le thorax, je veux dire, à un moment donné, c'est grave. Et ces images-là, d'une certaine manière, oui, dans une partie de la gauche institutionnelle, qui a aussi comme volonté d'essayer de continuer la cooptation des quartiers populaires, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est ça aussi, ce qui se joue derrière, c'est voter pour moi. Et souvenez-vous, qui est contre les violences policières, qui a dit la police ceci, etc., pour pouvoir plier un petit bulletin blanc dans l'urne en 4 et de le mettre dans l'enveloppe pour me permettre de continuer à avoir une place, pour me permettre de continuer à avoir un mandat de député, un mandat de maire, etc. Et éventuellement, vous les Noirs et les Arabes, si je suis sympa, je vous donnerai peut-être un poste de conseiller municipal ou d'adjoint à la jeunesse. Vous remarquerez beaucoup de personnes racisées, d'Arabes et Noirs, ils sont soit à la jeunesse, soit au sport. Voilà. Par contre, le reste, c'est nous qui sommes maires et c'est nous qui gérons toutes les affaires, voilà, les députés, etc. Enfin voilà, au final, c'est tout ce que je déteste profondément. Enfin, j'espère qu'un jour les gens se réveillent. C'est pour ça qu'ils se réveillent d'une certaine manière, c'est par l'abstention, parce qu'ils s'abstiennent beaucoup. C'est un signe que les gens, en fait, voilà, quoi, tout ce qui a été les banlieues rouges, du PC, etc., du Parti Socialiste, tout ça, enfin, les gens le vomissent profondément. Mais voilà, il y a une forme de duperie encore. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une certaine avancée pour pas être criticiste jusqu'au bout, dire que la gauche institutionnelle aurait laissé sans rien dire. Là-dessus, j'aurais dénoncé beaucoup plus fermement, parce qu'en 2005, pour le coup, vraiment, c'était des opposants. Quand tu dis que c'est des hooligans, tu es du côté je ne sais pas si c'est de l'extrême droite, parce que je qualifierai jamais des camarades révolutionnaires de faire le jeu de l'extrême droite ou quoi que ce soit. Mais c'est problématique, c'est profondément problématique pour moi que dans la gauche institutionnelle ou dans l'extrême gauche ou autre, on dénonce des gens dans les quartiers populaires qui se révoltent contre le système. Et cette révolte, elle est importante parce que, je veux dire, c'est même pas moi qui le dis, Darmanin a dit que c'est des centaines de bâtiments de l'institution républicaine qui ont été attaqués. Plus que jamais, on voit qu'il y a eu des cibles claires, c'est tout ce qui politique, un aspect représentant le pouvoir, des préfectures, des commissariats, des mairies, etc., etc. Enfin, je veux dire, il y a une volonté, il y a une direction qui a été prise pour attaquer le pouvoir. Alors bien sûr, on va focaliser beaucoup sur les pillages, etc., sur, comment dire, sur les quelques carrefours et autres qui ont été attaqués. Il y en a eu, pour moi ça montre qu'il y a une pauvreté incroyable. Enfin, je veux dire, pour piquer un paquet de fromage à 1h du matin dans un carrefour, enfin, je veux dire, quand ça va très très bien dans ta vie, tu rentres pas dans un carrefour à 1h du matin pour piquer un paquet de fromage, quoi. Je veux dire, il faut que les gens ils remettent aussi un peu de lucidité dans ce qui se passe. Et donc oui, il y a des inégalités sociales, mais profondément, ceux qui ont été attaqués, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a déployé une force immense, plus de 40 000 policiers, la BRI, le GIGN, etc. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, des gens qui ne font jamais de maintien de l'ordre, qui vont dans des scènes pour le grand banditisme ou pour des terroristes, qui sont venus avec des fusils à pompe, braquer des jeunes comme ça, les mettre au sol et autres. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de grave ce qui s'est passé, en plus de tout ce qui est justice d'exception, des comparutions immédiates de jeunes de 13 ans qu'on a mis en garde à vue, qu'on a passé devant un juge. Enfin, c'est grave ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, pour moi, ces révoltes, elles sont le continuum de ce qu'on vit depuis quelques années contre le macronisme, c'est-à-dire qu'il y a eu un soulèvement, il y a eu des gens qui ont lutté. Donc je ne vois pas pourquoi quand on va attaquer la mairie, une mairie dans le 93, ça poserait problème. Par contre, quand on attaque l'Arc de Triomphe ou le Fouquet's, on dit oh là là, ça c'est l'insurrection, c'est les sans-culottes, etc. Non, je pars du principe qu'il y a eu des méthodologies qui ont été utilisées, qui ne sont pas les miennes. Moi, je ne suis pas
je ne suis pas pour ces méthodes-là. Néanmoins, je soutiens toute forme de révolte et de lutte contre la domination de classe, contre le système bourgeois. Moi, mes méthodes, c'est la grève générale, c'est les méthodes du mouvement ouvrier, parce que par l'histoire, c'est celles qui ont été les plus efficaces. Je veux dire, quand tu as des raffineurs, des cheminots, des agents de la RATP, de l'agroalimentaire, de l'industrie haute, qui peuvent mettre à l'arrêt l'ensemble des entreprises de ce pays-là et mettre à la gorge l'ensemble des bourgeois, des patrons, des multimilliardaires de ce monde, tu vois bien qu'on a des capacités immenses. Les gens l'ont vu pendant le Covid, que ceux qui ont fait tourner l'humanité, ce n'étaient pas les cadres supérieurs de la défense, c'était les travailleuses et les travailleurs. Et donc moi, je pars du principe qu'il faut qu'on lutte pour l'alliance de notre camp social, pour faire en sorte que, bah oui, les syndicalistes et autres, ils doivent être du côté des jeunes opprimés, ils doivent être du côté des femmes qui luttent contre les féminicides, qui luttent pour la justice, pour qu'elles puissent disposer de leur corps elles-mêmes, pour que les personnes LGBT arrêtent de vivre la transphobie, etc., etc. Enfin, moi, je suis pour ces alliances-là, c'est pour ça qu'on me voit partout, c'est pour ça qu'au moment enfin, partout, on s'est compris, là où je considère que la cause, où je défends la cause, mais typiquement, pendant la marche blanche de Naël, on était 35 cheminots de mon syndicat, Sudrail Paris Nord, dont une partie a fait grève ce jour-là pour pouvoir marcher, manifester. Et donc, je veux dire par là, pour nous, c'est ça la cohérence. C'est-à-dire que ça soit pour les soulèvements de la terre, pour un cheminot éborgné, pour des jeunes qui se sont fait savater autour de la Concorde, qu'on a mis en garde à vue, etc. Je veux dire, au final, on lutte contre le système. Et donc, les révoltes après la mort de Naël ne sont ni plus ni moins qu'une lutte contre le système. Et une partie aussi de ce système, à savoir tout ce qui est les oppressions raciales, l'institution policière et autres. Tu as commencé à en parler, ça fait transition. Là, on passe dans une deuxième partie d'entretien où on va parler syndicalisme, notamment faire le bilan de la réforme des retraites. Donc, tu as déjà donné quelques premiers éléments. Toi, tu as fait grève. Tu as appelé à la grève. Comme tu le dis, tu fais partie de Sudrail. Mais il y a quand même eu l'intersyndicale. Ça existait. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Pourtant, on entend la même critique, inlassablement, d'une certaine gauche, qui dit que la retraite, ça concerne tout le monde. Et que si ça n'a pas été un mouvement victorieux, c'est la faute à l'intersyndicale. Donc on va critiquer l'intersyndicale. Ici, on va essayer de sortir de ces critiques-là, surtout tu avais déjà commencé à les faire. Ça sort d'où l'absence de grévistes? Non pas l'absence de syndicalistes, l'absence de grévistes. Il n'y a pas besoin de l'intersyndicale pour avoir des grévistes. Les gens, ils auraient pu faire grève, ils auraient pu l'imposer à l'intersyndicale. Pourquoi les gens, ils n'étaient pas dans la rue encore plus nombreux que les 3 millions? Déjà, si tu me permets une correction, il y a très peu de critiques vis-à-vis de l'intersyndicale. C'est pas pour nous donner la médaille, mais je pense qu'on est l'organisation politique d'extrême gauche et de toute la gauche qui ont critiqué inlassablement l'intersyndicale. Je veux dire, on a fait une tribune dans le JDD le 30 janvier qui dénonçait tout ce qui se passait et malheureusement, sans être prophète de quoi que ce soit, on savait que la stratégie qui était utilisée nous amènerait vers le mur. Et c'est pour ça qu'on a fait dans cette tribune qui a été signée par Adèle Haenel, par Alain Damasio, par Frédéric Lordon, Kautar Archi, Assa Traoré et bien des syndicalistes et autres. On avait décidé de créer, de constituer un réseau qui s'appelait le Réseau pour la grève générale. Certains ont vu peut-être un des moments les plus forts du Réseau pour la grève générale, ça a été la défense de la raffinerie du Havre, là où il y a eu Médine, et là où beaucoup de la gauche institutionnelle se sont dit tiens, on va inviter Médine aux universités d'été. Voilà, quoi, c'est ça qui est intéressant. Alors que moi, je salue Médine qui l'a dit dans Mediapart, l'a dit, c'est Révolution Permanente, qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir à la raffinerie du Havre, notamment parce qu'il y avait des réquisitions et autres. On a fait 2/4 de gens de Paris pour aller défendre les réquisitions, alors que l'intersyndicale n'a jamais mis un seul pied dans un piquet de grève. Ça, il faut remettre du contexte, et que c'est pas vrai que les gens ont critiqué. Preuve en est que si tu regardes le bilan de l'ensemble des universités d'été, ou encore de la fête de l'humain, il n'y a quasiment
pas de bilan de la réforme des retraites qui est effectué. Voilà. C'est parce qu'on ne veut pas. Alors maintenant, moi je ne sais pas comment tirer un bilan de la réforme des retraites sans parler de l'intersyndicale. C'est comme je ne sais pas parler de la défaite en finale de la Ligue des Champions si je ne parle pas de l'entraîneur et de l'équipe qui est mise en place. Donc enfin voilà, je ne considère pas en tout cas, je refuse de considérer qu'il manquait des grévistes, d'accord? Je pense que le mouvement, il n'a jamais eu une telle force par le nombre, c'est-à-dire que depuis 1968, jamais nous n'avons connu un mouvement avec autant de monde dans la rue, jamais nous n'avons connu un mouvement avec un tel rejet, 94% d'actifs opposés, c'est du jamais vu, 70% qui sont pour la retraite à 60 ans. On n'a jamais vu des niveaux dictatoriaux comme ça sur des sondages dans ce pays-là. Enfin, des villes parfois de 5000 habitants où il y a 4000 manifestants, des petites îles du côté de la Bretagne où il y a des 300 habitants, 400 habitants et puis il y a 150, 200 personnes en manifestation, des territoires, enfin c'est des milliers de villes dans lesquelles il y a eu des manifestations. C'est pas Paris, Marseille, Lyon, c'est des milliers de villes, de petites villes, Châteauroux, Tulle, etc., Soissons, Beauvais, dans lesquelles il y a eu des manifestations immenses. Donc, considérer que la question, elle est un problème numérique, pour moi, est totalement faux. C'est une énième fois renvoyer la responsabilité de la défaite, non pas vis-à-vis de ceux qui ont décidé de la stratégie de A à Z, mais des masses. Et c'est systématiquement, comme tu le sais, je suis trotskiste. Trotsky a écrit un livre magnifique que j'invite vraiment tout le monde à lire, c'est « Où va la France ?» C'est un recueil de textes de 34 à 38 où il participe aux mobilisations à cette période-là, où il explique même l'arrivée du fascisme avec l'attitude de la gauche au pouvoir, le fameux Front populaire. Beaucoup oublient que la phrase de Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève lorsqu'on a obtenu satisfaction, est une phrase qui a été de gauche, dite à des gens qui se battent. D'accord? Donc ça veut tout dire. Et il était à ce moment-là et il disait ils n'ont trouvé d'autres termes que de dire chut aux masses pour pouvoir se mobiliser. Et enfin, ils expliquent que ce sont les masses qui n'ont pas répondu aux appels des grandes directions. C'est tout le temps la même chose, tout le temps. Le bilan de la réforme du ferroviaire, Laurent Brun, secrétaire de la CGT cheminot, il n'y a pas assez de grévistes. Tout le temps. La loi travail, il n'y a pas assez de grévistes. Et l'intersyndicale le dit. Ils disent deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de gens mobilisés. Et la deuxième, c'est le cynisme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire de subjectiver le rapport de force. Mais si tu dis aux gens que c'est un fou, en fait, et qu'il n'en a rien à taper, le rapport de force, on s'en fout, quoi. Et 500 personnes ou 4 milliards, ça ne change rien vu que c'est un fou. Tu vois ce que je veux dire? Et cet argument a beaucoup pris chez beaucoup de gens qui disaient « Non, mais de toute façon, Macron, il finit son quinquennat, il n'en a plus d'autres, il n'en a rien à taper. » De quoi on parle là? On parle de politique ou on joue la psychologie? Tu vois ce que je veux dire? Ils ont dit ça. Je t'assure que le problème, c'est que dans un autre pays, nous aurions gagné. Simon Dutheil, que tu as reçu, il a dit ça, il a déclaré que dans un autre pays, nous aurions pu gagner. Donc le problème, c'est pas d'avoir fait manif entre République et Bastille. Le problème, c'est qu'il aurait fallu faire la manif des retraites à Barcelone ou à Varsovie ou je ne sais dans quel autre pays. Comment on peut discuter de cette manière-là? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, la place de la Concorde a été noire de monde. Les gens, ils ont dit, il faut appeler à la grève là. Qu'est-ce qu'a répondu l'intersyndicale? On n'appelle pas à la grève aujourd'hui, car nous ne faisons pas une grève politique. Dans l'ensemble des communiqués, ils ont dit, nous vous avisons, attention à l'explosion, attention à la colère, attention Macron. Voilà, attention. Nous, on est responsables, on te dit de faire attention parce qu'on gère les petites affaires aussi et nous ne voulons pas de déstabilisation du système. Nous savons que ton pouvoir est en crise profonde, que tu es minoritaire à l'Assemblée et qu'il y a des effets de gilet jaunisation, il y a des effets d'explosion, etc., etc. Et nous, dirigeants syndicaux, nous te disons attention.
attention, tu joues avec le feu, donne-nous un petit peu à manger, qu'on leur dise fermez tous bien vos gueules, rentrez chez vous, on a un petit peu à manger. Ça, c'est leur rôle. Leur rôle n'est pas révolutionnaire. Leur rôle n'est pas l'explosion, n'est pas de dire allez, on y va. Vaille que vaille, il faut régler une bonne fois pour toutes ce gouvernement-là. Nous appelons l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays-là à la grève générale, à arrêter définitivement, pas la France à l'arrêt, arrêter définitivement l'ensemble des entreprises de ce pays. Nous, la CFDT, nous avons 143 millions d'euros de caisse noire de grève qui étaient jusqu'à présent uniquement pour nos adhérents. Ces 143 millions d'euros, nous les mettons à la disposition de l'ensemble des travailleuses et travailleurs précaires de ce pays. Les sans-papiers, les personnes en CDD, en intérim, mettez-vous en grève. Les 143 millions d'euros, nous ferons en sorte même d'atteindre plus qu'il faut pour aider le maximum de gens. Mais je vous assure les amis que les sacrifices que vous ferez nous permettront demain d'avoir encore plus et que ce n'est rien du tout les quelques centaines d'euros que vous allez perdre par rapport à la victoire que nous aurons. Nous, la CGT, nous avons 700 000 adhérents. Nous avons décidé que les cotisations du mois de janvier, février, mars, nous allons les redistribuer à l'intégralité des travailleurs en grève. Les travailleurs précaires, mettez-vous en grève. À aucun moment ils ont dit ça. À aucun moment ils sont allés dans un moindre piquet pour les réquisitions. Je veux dire, le jour où les éboueurs, on les a délogés, l'après-midi, ils avaient rendez-vous avec Elisabeth Borne. Donc, je veux dire par là, je ne peux pas parler de bilan des retraites si je ne parle pas de ceux qui dirigent ce mouvement-là et qui à aucun moment n'ont voulu que ça pète. C'est-à-dire que oui, l'intersyndicale a joué un rôle important au démarrage du mouvement, mais il y a quelque chose qu'il faut corriger, c'est que souvent on a l'impression qu'il y a eu l'intersyndicale et il y a eu la colère. La colère, elle est présente et il y a l'intersyndicale. Quand à 94% des actifs, d'accord, 9,5 personnes sur 10 qui sont opposées à une réforme, je veux dire, toutes les organisations syndicales sont traversées par ce sondage-là, tu vois. C'est-à-dire que, bah oui, tu as tes adhérents qui font partie de ces 94% d'actifs. Comment tu vas leur expliquer que finalement tu soutiens la réforme? C'est impossible. T'es mort. Je veux dire, l'organisation syndicale qui serait sortie en disant « Oh non, nous on trouve que c'est très bien », un peu façon Berger en 2019, au moment de la retraite par points, où il a dit « Non, nous ça va, c'est juste l'âge pivot, etc., on ne soutient pas la grève ». Je veux dire, aujourd'hui, t'es mort dans le film. Si tu dis « Moi, CFDT, je soutiens la réforme des retraites », ça veut dire que tu soutiens une réforme qui est soutenue par 6% de la population, mais t'es détruit. Donc, où est ta place? Vaut mieux que ta place, elle soit du côté de l'intersyndicale, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux que ça soit toi qui décides de la stratégie de grève plutôt que tu laisses les gens s'autogérer. Moi, je suis pour les comités de grève, je suis pour les coordinations, je suis pour l'auto-organisation à la base. Je ne suis pas pour que tu viennes à BFM TV à 20 h m'expliquer que la prochaine date, elle est dans 15 jours, que la prochaine date, elle est dans un mois, etc., etc. Moi, je suis pour que ça soit celles et ceux qui sacrifient du salaire, qui sont devant leur usine, qui sont sur le piquet de grève, qui décident et qui se coordonnent. Et pas à des bureaucrates qui sont 10 dans un bureau, qui décident autour d'un match de ping-pong, est-ce qu'on fait le 17, le 18, le 14, etc. C'est pas le jeu, on ne joue pas au loto, d'accord? Et celui qui a été conséquent de A à Z, c'est Emmanuel Macron. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, il est parti en guerre. Tu lui as envoyé un courrier, il t'a dit « je ne te reçois pas ». Je te reçois pas. J'ai rien à discuter, il n'y a rien à avancer. Je suis en guerre, mec. Je suis en guerre avec toi. D'accord? C'est soit moi, soit mon camp, mes patrons, Bernard Arnault, Drahi, Bolloré. C'est soit nous, soit vous. Il n'y a pas moitié-moitié. Donc je ne discute pas avec toi. Fais tes grèves, fais ce que tu as à faire et nous, on ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il disait le pouvoir? Le pouvoir saluait la responsabilité des syndicats. Il disait c'est formidable, ça se passe. Merci à eux que ça se passe bien. En crachant sur les gilets jaunes, en crachant sur les mouvements plus radicaux, etc., en disant ça fait partie de la démocratie, ça fait partie du dialogue, c'est normal que les gens s'expriment par des manifestations, mais nous voulons remercier les organisations syndicales par leur bonne tenue. Moi, j'ai vu ça. Des gens, on a payé des comédiens pour danser sur Michael Jackson de A à Z. Toi, tu vas partir 2 ans plus tard à la retraite et eux, ils payent des comédiens pour danser sur Michael Jackson. Ils ont loué des bus, la CFDT, immenses, avec des danseurs au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, où on va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit tu te bats, soit tu luttes, soit tu fais du cinéma. Et pour moi, l'intersyndicale,
à chercher au départ à voir comment canaliser cette colère, et puis au final, elle est devenue un obstacle. Je veux dire, quand tu fais le 1er mai, 2,5 millions ou 3 millions, c'est le plus gros 1er mai depuis des décennies, et que la date d'après, tu donnes, c'est le 6 juin, 36 jours après, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou d'être un génie de la stratégie pour comprendre que appeler à une grève 36 jours après, bah, tu tues les gens, quoi. Tu vois, les gens ils repartent à autre chose. Mais tu sais pourquoi on ne veut pas critiquer une direction syndicale? Parce qu'on se dit que notre ennemi est bien pire. Tu vois ce que je veux dire? Souvent. Mais c'est un peu la même logique vis-à-vis du réformisme. Ouais, mais quand même, c'est pire. Regarde quand même Ciotti, regarde Zemmour. Tu vois ce que je veux dire? Et de la même manière, ouais, mais nos ennemis, c'est les patrons. Hein. Moi, mon ennemi, c'est le patron. Ouais, moi, mon ennemi, c'est le patron. Mais par contre, celui qui m'empêche de battre le patron, c'est pas mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une certitude. Parce que moi, c'est pas le patron qui vient me dire prochaine grève le 6 juin. C'est pas le patron qui me dit nous ne ferons que des grèves de 24 heures. Lorsqu'on a posé la question à Berger sur le plateau de BFM TV, on lui a dit pourquoi vous n'appelez pas la grève reconductible? Il a dit ce n'est pas que la CFDT, l'intersyndicale n'est pas pour cette méthode. Volontairement, il est opposé à la grève reconductible. Il était opposé à la grève des éboueurs. Il a dénoncé la grève des éboueurs. Lorsqu'on lui a demandé est-ce que vous soutenez la grève des éboueurs, il a dit est-ce que la CFDT est dedans? Ils lui ont dit non, c'est majoritairement la CGT. Il dit ben voilà, vous avez votre réponse, la CFDT ne soutient pas ça. Comment tu peux faire ça? Tu vois, dès qu'il y a un bris de glace, dès qu'il y a des camarades autonomes qui vont fracasser, c'est pas mes méthodes. Mais je veux dire, c'est incroyable, ces directions syndicales qui, dès qu'il y a un bris de glace, ils viennent sur BFM TV pour dénoncer la radicalité, dénoncer les manifestants, etc. Tu vois, pour dire, regardez, on vous a dit hein, que ça allait exploser, on vous a dit, mais tu sers à quoi? C'est quoi ton rôle? Ton rôle, c'est d'être de notre côté ou c'est de les protéger eux? Et que la réalité, c'est que c'est une aristocratie ouvrière, d'accord? Ce sont des gens qui vivent de leur position. Ok, Laurent Berger aujourd'hui, je ne sais pas quel conseil il va donner au Crédit Mutuel ou je ne sais pas quoi. Bernard Thibault de la CGT Cheminot, Monsieur 95, il est où? Conseiller social pour les JO de Paris. Il est là pour donner des conseils pour qu'il ne se passe aucune grève au moment des JO. Il va venir avec son ancien stickers de la CGT pour dire vous inquiétez pas, moi je vais les gérer les gars, je sais comment ça fonctionne, je vais vous expliquer comment on va faire en sorte que ça se passe bien. Nicole Notat, 95, think tank, Terra Nova, etc. Systématiquement. Un dernier, Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, Force Ouvrière, secrétaire général de Force Ouvrière. Où est-ce qu'il est? Dans le cabinet de Raymond Soubi. Qui est Raymond Soubi? Bras droit de Nicolas Sarkozy. Ben, je veux dire, à un moment donné, c'est pas des révolutionnaires, ces gens-là. Et oui, il faut les critiquer parce que c'est eux qui te disent rendez-vous le 2, rendez-vous machin, etc. Non, on arrête parce que là, il y a Naël, ça, c'est pas nous. Cherche ton Twitter tout de suite. Sophie Binet, ce qu'elle a tweeté sur le conflit en Palestine. Elle ne dit rien. Sur la mort de Naël, elle a attendu, je crois, 1 ou 2 jours avant de commencer à s'exprimer. C'est systématiquement, je ne sais pas moi, c'est quoi ces organisations ouvrières qui ne s'expriment pas sur des prolétaires opprimés à l'autre bout du monde ou dans les quartiers populaires ou de jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez incroyable en fait toutes ces positions-là. Et oui, on a le devoir, nous, de nous exprimer et de dénoncer ça. Quand la stratégie ne va pas, il faut la dénoncer, il faut la critiquer. Je ne vois pas pourquoi quand l'entraîneur de foot, il fait de la merde, on a une telle facilité. On ne se dit pas, oh, on s'en fout, c'est que du foot, etc. Non, les gens, ils sont possédés. Waouh, comment ça, il a mis tel mec, il n'a pas mis l'autre il l'a laissé sur le banc. Mais l'intersyndicale, on t'appelle 36 jours après à faire grève. Bon, c'est pas grave, hein, c'est 36 jours. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Parce que c'était maintenant que ça se joue. C'est quand les gens ils étaient devant la Concorde. C'est quand les gens ils étaient en train de voir l'autoritarisme qui était en train de s'exprimer. C'était à ce moment-là qu'il fallait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? On essaie de dissoudre des organisations politiques. Des syndicalistes importants, on les convoque au commissariat, ils ont des procès, etc. Enfin, je veux dire, on va soulever des syndicalistes chez eux. Et bien, je pense que si on avait une victoire contre Macron, mon Dieu, on serait même pas, tu vois, moi ça me rend même... Je sais pas, ça me rend triste.
Mais c'est pour ça que ça me donne cette combativité, cette détermination. C'est parce que je sais nos capacités, je sais ce qu'on est capable de faire. Et quand je me dis, putain, on avait le truc au bout des doigts, il y avait moyen, il y avait quelque chose à faire. Et comment je vois que les gens, tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. Dans la situation dans laquelle on serait aujourd'hui, on serait dans toute autre chose. Et que parfois, c'est dans ces combats-là où on devrait mettre beaucoup d'attention et voir ce qui est en train de se passer, parce que quand il y a des choses pas normales, derrière, on le paye. Et je ne sais pas s'il va y avoir des mobilisations demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, je l'espère. Mais je veux dire par là, si on continue comme ça, à systématiquement foncer tête baissée, pas analyser, pas se doter d'une boussole politique, on est dans la merde. Pardon pour la longueur. Depuis 2005, le mouvement lycéen contre la loi Fillon, on n'a pas eu de mouvements sociaux victorieux. Tu le dis, hein, tu le pointes, il y a un problème avec les moyens d'action. Mais est-ce que la grève et les manifs, ces moyens d'action-là, doivent pas être repensés? Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu as déjà commencé à y répondre, mais de moyens de lutte comme les manifs sauvages, les blocages, les sabotages, le vandalisme? C'est pas mes méthodes. Moi, je considère que la grève, bien au contraire, elle a jamais autant été efficace et utile. Le problème, c'est la stratégie qu'on utilise. Moi, cette année, j'ai gagné quasiment presque plus de 2000 et quelques euros grâce à une grève sur le Bourget, sur mon triage. On a fait 5 mois de grève, on a tenu 5 mois. Caisse de grève, assemblée générale, tout le monde est décisionnaire, tout le monde vient sur le piquet, tout le monde décide en nager. Pourquoi? Parce que le fait que ça soit local et le fait qu'on mette une méthode d'auto-organisation à la base fait que les gens ont envie de lutter, ont envie de faire des sacrifices. Pense tout. Tu sais, des fois, on était convoqué par le patron, on envoyait au hasard. On disait qui veut y aller, syndiqué, non syndiqué, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et on envoyait des agents qui n'étaient même pas syndiqués, ni même avaient une expérience de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Verbaudet. Enfin, je veux dire, verbaudet, il y a quoi de plus précaire que souvent des maires isolés, etc., intérimaires et autres. 90 jours, pas 14 jours isolés. Quand on te dit, mais les gens sont incapables de, c'est faux. Pourquoi Verbaudet fait 90 jours de grève? Les travailleurs d'Emmaüs, je crois qu'il y a 5 sites maintenant d'Emmaüs France, dans le Nord, qui sont en grève. Certains à Grande-Sainte, je crois, ça fait 93 ou 94 jours. Des sans-papiers. Des sans-papiers. Il n'y a pas plus opprimé dans la société que des travailleurs sans-papiers. D'accord? Ça fait 94 jours qui sont grévistes, qui tiennent le piquet. Travailleurs du nettoyage de Honnête, ils ont fait 5 jours de grève dans le métro, ils ont arrêté le nettoyage dans toutes les stations de métro. Ils ont obtenu 7% d'augmentation de salaire. Alors c'est le local la solution? Non, ce n'est pas le local la solution. Bien sûr, il faut qu'il y ait toujours des grèves locales, il y aura toujours des grèves locales sur des réorganisations, etc. Mais simplement, je donne par la méthodologie. Je te donne une dernière, excuse-moi. Géodis. Géodis, ceux qui connaissent Mouloud Sahraoui de la CGT, etc., les camarades de Gennevilliers. 30 jours de grève reconductible, ils obtiennent pour les bas salaires plus de 11%. Mais qui ici dans ce pays peut dire moi j'ai obtenu 11% d'augmentation de salaire par rien du tout, par juste j'ai fait un sourire au patron? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que oui, la grève, elle marche, mais c'est quoi les différences? C'est l'auto-organisation. C'est que les gens décident et que les gens ils sont en grève reconductible. Parce que la grève reconductible, c'est pas juste. Moi, je ne fais pas un fétiche de la grève reconductible. Je veux dire, je ne suis pas toutes les grèves, il faut que ça soit reconductible. Je n'ai pas de problème avec une grève de 24 heures. Si ça permet de poser certaines bases, tu vois. Et une journée, 2 journées. Pas 14 jours. Pas je commence la grève le 19 janvier, au mois de juin, je suis encore dans ta même méthodologie, tu n'as jamais changé de méthode. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça, c'est problématique. Là, ça me montre que le pilote veut vraiment m'envoyer vers le mur. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui me dit, je fais une journée, les gars, c'est pour qu'on se fasse une AG, qu'on discute, qu'on mette un plan de bataille, on fasse un programme. Voilà, on remet un deuxième coup pour aller voir le patron. Mais après, derrière, si le patron nous envoie chier, on y va pour de vrai. Bah, toutes les grèves, elles vont comme ça. Parce que la grève reconductible, c'est la grève de la démocratie ouvrière.
Parce que les gens, ils viennent tous les jours. Ils reconduisent la grève. Ils décident. Tu vois ce que je veux dire? Ils décident de ce qu'ils font le lendemain. On fait une caisse de grève, les gars, ou pas? Ouais, moi je suis pour, moi je suis contre. Est-ce qu'on fait telle action? On va envahir la mairie, on va envahir le siège, etc., etc. On décide de quoi quand l'intersyndicale te donne la date le soir? De rien du tout. Tu veux que je te dise un truc, Marie, même pour te montrer à quel point c'est incroyable. Vraiment, l'intersyndicale sont des gens très intelligents. Tu vois, moi, je ne dirais jamais que c'est des idiots. Ils sont très, 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 très intelligents. Ils ont appris du mouvement des Gilets jaunes et ils ont appris des grèves du passé et ils ont changé leur méthodologie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque journée de grève, si tu remarques bien, quand est-ce qu'était annoncée la date de manifestation prochaine? Le jour de la grève. À quel moment? Je vais regarder. Sur les manifestations, par exemple le 19 janvier, Ouais. c'est le soir à 20h, devant les caméras, ils disent le 30 janvier. Le 30 janvier, il y a la manifestation, etc. Le soir, ils disent rendez-vous le 7 février. Systématiquement, c'est le jour de la mobilisation, le soir, ils donnent le date. Pourquoi c'est une stratégie ultra intelligente? Parce que quand toi, en tant que travailleuse, tu es le matin dans ton AG, tu décides de quoi? Est-ce que tu reconduis le lendemain? Voilà, tu vas reconduire le lendemain. Le 20, tu es en grève. Qu'est-ce qu'ils font tes collègues le 20? La veille au soir, ils ont regardé BFM TV et vont te dire, mais Marie, on ne va pas faire 10 jours de grève tout seul quand même. Est-ce que Marie, c'est nous qui allons gagner tout seul, nous, en grève? Si tu es intellectuellement honnête, je vais leur dire non, c'est clair qu'on ne va pas gagner nous tout seuls. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent le travail. Et le 30 janvier, tu as la même idée. Les amis, c'est bon là on reconduit. Le premier, on est en grève. Ils vont te dire, mais Marie, t'as pas regardé BFM? Hier, ils ont donné rendez-vous le 7. Mais Marie, on fait quoi? On va rester encore 7 jours tout seul sans personne en grève? Parce qu'ailleurs, ils sont pas en grève. Ailleurs, ils sont que sur les journées de 24 heures. Parce qu'en plus, il y a des préavis de grève de 24 heures. C'est-à-dire que tu peux même pas reconduire vu que tu es bloqué par le préavis. Qu'est-ce que tu fais par ça? La troisième journée, tu veux que je t'explique? Les gens, ils viennent pas dans ton AG. Parce qu'ils vont dire, Marie, elle décide de rien du tout, en fait. Marie, elle est subordonnée à l'intersyndicale. Et Marie, elle est obligée de suivre les dates qui sont données le soir par 10 personnes à l'intersyndicale. Et donc, si moi, j'ai rien à décider dans ton assemblée générale, je viens pas. Moi, j'ai vu des collègues dans les AG, on était 50, et dans la manif, ils venaient à 13h30, mais j'avais jamais vu autant de monde. Généralement, avant, quand on voyait, tu sais, le matin, le 19, on a dit, oh là là, on regarde l'AG, on voyait 50 têtes, on dit, waouh, on est mort, hein. Il va y avoir personne dans la manif. On n'a rien compris. Parce que pour nous, la taille de l'AG, elle correspondait à la suite logique de la manifestation. C'est-à-dire que, par exemple, à Gare du Nord, il y avait 70 personnes. En 2018, au moment de la réforme ferroviaire, on faisait des assemblées générales, il y avait 450 personnes. Le parking était plein, tu n'arrivais même pas à avancer tellement il y avait de monde. Mais parce que les gens, ils levaient la main. On reconduit pas. Ils savaient qu'ils étaient décisionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand tu sais que c'est BFM TV qui te donne les dates, comment tu fais pour t'organiser? Et c'est ça la différence centrale. Pour répondre à ta question de est-ce qu'en fait ce serait la grève qui n'aurait plus d'utilité? Non, je t'assure que tout ce que je vois autour de moi, tous ceux qui obtiennent des choses, c'est ni par le sabotage, ni par quoi que ce soit, parce que aussi, sabotage égale répression. Comment? Tu mets des camarades en danger. Tu mets des camarades en danger, que les travailleurs, ils n'ont pas envie de saboter leur lieu de travail, ils n'ont pas envie, c'est leur outil de travail, ils veulent l'améliorer. Quand tu te bats pour l'amélioration de tes conditions de travail, tu vois ce que je veux dire? Quand tu te bats parce que tu dis au patron, moi, je me bats, j'aimerais bien qu'il y ait une clim, j'aimerais bien qu'on me change l'ordinateur parce qu'il est trop lent, il rame, j'aimerais bien faire du bon boulot, tu vois, tu vas pas le saboter. Vu que tu te bats pour améliorer, ta logique, elle n'est pas de sabotage. Surtout qu'il y a un effet de proportionnalité aussi vis-à-vis de la lutte. C'est-à-dire, saboter, c'est égal la justice, la prison. Ça peut être un fait. Je veux dire, quelqu'un qui, admettons, ferait du sabotage, je pense que dans sa tête, il lui traverse l'esprit de « si je me fais choper, c'est très grave ». Qui va saboter quoi que ce soit pour une histoire d'augmentation de salaire ou pour un peu d'amélioration de conditions de travail? Il n'y a personne.
les gens ne vont pas te dire je vais risquer d'aller en tôle pour gagner 50 € de plus par mois, tu vois ce que je veux dire? Proportionnellement, enfin franchement, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ces méthodes-là, c'est des méthodes que moi, qui ne sont pas les miennes, mais qui surtout ne sont pas celles des travailleurs. De fait, il y a plusieurs décennies en arrière, il y avait ces utilisations, etc., de méthodes très radicales, etc., de sabotage. On prenait parfois même en otage des patrons et autres. Je veux dire, il y a même des Black Panthers qui ont détourné des avions. Il y a eu des périodes, dans les années 60, 70, c'est passé des choses très radicales. La réalité, c'est que moi, je vois aujourd'hui les travailleurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de méthodes claires, efficaces, et d'être organisés, de penser en fait comment on part à toutes les problématiques des travailleurs pour pouvoir tenir. Parce que le patron, la seule arme qu'il a, en tout cas l'arme centrale, c'est ton frigo et ton loyer. Quand est-ce que Marie sera dans l'incapacité de payer son loyer et de remplir son frigo? Et je sais que Marie, elle ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, qu'elle a besoin à un moment donné de mettre quelque chose dans son assiette et qu'elle a besoin de payer ses charges. Et je sais que c'est à ce moment-là, quand Marie, elle va recevoir un 0 en bas de sa fiche de paye, qu'elle va venir me dire « Bon, bah, je suis obligé de reprendre le travail. » Et voilà, Marie, ferme ta gueule comme tous les autres et c'est comme ça que je vous mate. Parce que moi, je suis milliardaire, je suis millionnaire, je peux tenir. C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Par contre, Marie, elle a une caisse de grève. Ah ouais. Donc déjà, là, je ne sais pas combien de temps elle va tenir. J'espérais qu'elle soit obligée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ses collègues, ils font des actions, ils appellent du soutien, ils médiatisent, ils me salissent dans la presse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment toi tu penses. Et je pense que nous, les travailleurs, par en bas, on a un génie collectif, on a une capacité à penser, parce qu'on connaît notre travail, on connaît les points faibles du patron, tu vois ce que je veux dire? Il connaît nos points faibles, il sait que toi tu as un crédit, que l'autre il est en cours de divorce, que l'autre il a un enfant handicapé, il connaît les difficultés des uns et des autres. Mais je veux dire que nous aussi on connaît les difficultés du patron. Et la différence centrale entre toutes les défaites du passé et les victoires locales qui sont nombreuses aujourd'hui, c'est que souvent ces victoires-là, lorsque tu grattes un peu, il y a de la méthodologie, il y a de la démocratie ouvrière. Ce sont des travailleurs qui savent qu'ils se battent et ils décident, tu vois. Et que le problème, c'est qu'il va falloir que dans les prochaines grèves, nous décidions. Il faut absolument imposer des assemblées générales de grévistes dans tous les lieux de travail. D'empêcher le fait que ça soit une intersyndicale qui décide. Avec quel mandat? Tu vois ce que je veux dire? Quel mandat? Pourquoi tu décides pour qui, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, excuse-moi, je dis une dernière chose. Mais pour le non-syndiqué, pour moi, c'est pas un pestiféré, le non-syndiqué. Tu as le droit de ne pas être syndiqué. Mais la grande proportionnalité de gens dans des manifs et grèves sont des personnes non syndiquées. Alors oui, il y a les syndicalistes, on les voit, on a des gilets, des drapeaux, tu vois. Mais il y a beaucoup de monde. Proportionnellement, la classe ouvrière, elle est plus non syndiquée que syndiquée, tu vois ce que je veux dire? Comment ils décident, ces gens-là, si c'est que les organisations syndicales qui viennent avec le mandat de leurs adhérents quand elles ont un mandat? Ça veut dire, moi, le non-syndiqué, j'ai fait 30 jours de grève, moi, je n'ai pas le droit de décider en fait ce que vous discutez avec Elisabeth Borne. Bah non, non, tu ne décides pas. Tu es à la CGT? Non, tu n'es pas à la CGT. Tu es à la CFDT? Non, tu n'es pas à la CFDT. Toi, tu n'es pas syndiqué. Donc là, c'est nos adhérents à nous qui nous disent ce qu'on fait. Moi, je suis opposé à ça. Je suis un syndicaliste, je suis syndiqué et je suis opposé à ça. Lorsque la grève, elle démarre, c'est la grève aux grévistes. Que tu sois syndiqué, non syndiqué, peu importe ton organisation syndicale, tu perds du salaire, c'est toi qui lèves la main ou qui la baisse. C'est toi qui décides ce qu'on dit au patron ou ce qu'on ne dit pas au patron. C'est toi qui décides des revendications. Ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais même pas ce qu'il va aller discuter dans un bureau. Juste dernière partie d'entretien, c'est sur RP. Donc toi, tu fais partie de Révolution Permanente. Tu critiques donc la prise de pouvoir par les urnes. Moi, je pense que c'est une illusion. Je pense que le pouvoir, il est dans la rue. Il est en manifestation, pas dans la révolution. On a reçu Mathilde Larrain en entretien il n'y a pas longtemps, une historienne. Elle disait, il n'y a jamais de révolution dans une démocratie représentative. Jamais. Donne-moi un scénario crédible de révolution en France, face à ce qu'on se disait, la police qui te lamine, et si la police n'est pas suffisante, face à l'armée. C'est quoi le scénario? La première chose, c'est que la révolution, elle n'est pas le fruit de rien du tout. Elle est aussi... pourquoi moi je suis aussi marxiste, c'est parce que la dialectique marxiste est, pour
pour moi phénoménal. Enfin, je veux dire, enfin, moi, que les gens comprennent bien, moi je dis souvent, je lisais que Picsou Magazine, c'est-à-dire je ne lisais aucun livre. Enfin, j'étais un gars qui suivait un peu la politique, mais qui aurait pu aller dans n'importe quelle direction. Je suis rentré en politique par rapport à mon expérience sur 2016. Pour dire même, genre, en 2012, j'avais voté Parti Socialiste. Parce que ma boussole, enfin, PS, c'était gauche, tu vois, c'était le mieux placé, c'est moins pire que Sarkozy, tu vois, enfin bref, comme beaucoup de gens peuvent se dire des choses en politique. Donc j'étais très confus aussi, tu vois, et le marxisme m'a apporté une boussole incroyable, en fait, une clarté, la lumière dans les ténèbres, quoi, vraiment, très sincèrement. Donc, moi déjà, je pars d'une analyse de ce qui se passe. La question, elle n'est pas de romancer ou de fantasmer ou de banaliser ce que peut être un processus révolutionnaire. Il faut savoir que ce ne sont pas les révolutionnaires qui sont sanglants ou sanguinaires, d'accord, c'est la contre-révolution qui est terrible, d'accord. Les gens ont vu ce qu'est capable de faire le pouvoir pour une taxe sur le carburant, ce qui est capable de faire le pouvoir pour comment dire, pour une réforme des retraites. Je veux dire, il y a un cheminot qui a été éborgné par un éclat de grenade de désencerclement, un camarade que je connais qui est un militant de Sudrail, Sébastien. C'est lui, ça aurait pu être moi, ça peut être moi demain, ça peut être un autre, etc. Donc, c'est pas les révolutionnaires, c'est qu'à un moment donné, les dominants n'ont pas envie d'être dominés et n'ont pas envie de perdre tout ce qu'ils ont, ce sur quoi ils sont assis depuis des décennies et des décennies. Mais c'est pas nous qui décidons en fait de ça. Les processus révolutionnaires, ce sont pas les révolutionnaires qui le font. Ça n'a jamais été les révolutionnaires qui font les révolutions, d'accord? Par contre, c'est comment on se prépare à ces événements pré-révolutionnaires, insurrectionnels, quasi-insurrectionnels, révolutionnaires qui viendront. Et moi, je suis convaincu qu'ils viendront. Lénine disait que les révolutions, elles arrivaient quand ceux d'en bas n'en peuvent plus, quand ceux d'en haut ne peuvent plus dans le sens de diriger les affaires comme ils arrivaient jusqu'à présent, et quand ceux du milieu rejoignent ceux d'en bas. Parce que la classe moyenne, elle a un rôle central dans les révolutions. Ça a été défini, et enfin, Trotsky disait que la classe moyenne, elle est comme le malade de la grippe, elle peut se pencher sur le flanc gauche comme sur le flanc droit, en fonction de là où ses intérêts sont. Tu vois ce que je veux dire? Et que, oui, il y a du parlementarisme aujourd'hui, oui, les gens... ça serait faux de dire que les gens ne sont pas attachés à la présidentielle ou aux élections, etc. Mais on peut quand même constater que de moins en moins. Le problème, c'est qu'il y a une crise profonde du système politique, combinée à un nombre de facteurs importants, crise climatique, la crise sanitaire qu'on a connue, qu'on peut reconnaître peut-être demain sous d'autres formes, peut-être plus violentes, plus radicales, une déstabilisation géopolitique, c'est-à-dire que le système ne fonctionne plus comme avant. Je veux dire, ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie a des conséquences incroyables, géopolitiques, phénoménales. Je veux dire, quand tu as des batailles d'armement, l'Australie qui dit je vais acheter des sous-marins en France et que finalement les États-Unis doublent la France pour vendre leurs sous-marins à l'Australie, c'est des crises diplomatiques. Lorsque au Niger, la France recule, lorsqu'au Burkina, elle recule, lorsqu'elle recule au Mali, dans une grande partie du Sahel, etc., l'impérialisme français prend un coup terrible. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque le Maroc te dit on n'a pas besoin de ton aide, alors que c'est limite un arrondissement parisien où pendant des décennies et des décennies, les Français s'installaient, décidaient, avaient des liens, etc., avec le Maroc, c'est aussi un coup qui est donné à l'impérialisme français. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a un changement de l'échiquier politique. La Chine avec Taïwan et autres. Donc il va y avoir des événements importants. Il va y avoir des événements importants. Qu'est-ce qu'on fait quand ces événements vont arriver? Parce que quand la révolution elle est là, si tu n'es pas préparé, c'est terminé. Je veux dire, tu te fais écraser profondément. Je veux dire, c'est pas au moment de la révolution, bon, venez, on fait un parti révolutionnaire, autour de quel programme, autour de quelle stratégie, etc. C'est ça un peu ce qu'on essaye de dire avec les camarades de Révolution Permanente.
comment ça pourrait se manifester en France alors, C'est-à-dire, cette révolution? je sais pas comment elle peut se manifester, je suis incapable de te le dire, je suis pas Madame Irma, quoi, comme on dit. Personne ne peut te dire comment elle pourrait se manifester. Mais par contre, je peux te dire ce que je vois. C'est qu'il y a un séquençage de la lutte de classe qui est hyper important, que les gens n'en peuvent plus. Je veux dire, quand les gens, comme disait cette phrase que je t'ai dit de Lénine, quand les gens d'en bas ne peuvent plus, c'est-à-dire quand il y a des crises profondes et que les gens voient que la solution, elle n'est pas institutionnelle, ils prennent la rue, ils essayent de se lever. Qui aurait cru une seule seconde que des gens de la France périurbaine, ils allaient mettre un gilet jaune et ils allaient fracasser l'Arc de Triomphe? Jamais de la vie, je l'aurais cru une seule seconde. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Les révoltes des quartiers, les gens ils sont rentrés dans des commissariats, ils sont sortis avec des gilets pare-balles et des casques. Ils ont brûlé des centaines de voitures de police dans des parkings de commissariats. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc oui, en fait, la force du nombre, on l'a. Mais il y a des dominations à plein de niveaux. Je veux dire, une des plus importantes, elle est aussi psychologique. Marx disait que la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. Bah oui, quand tu as BFM, CNews, etc. en permanence, Cyril Hanouna et autres, on t'explique que c'est comme ça, que oui, la CGT, elle prend en otage, tu comprends, elle prend en otage les petits travailleurs, que oui, on n'est jamais content, que la France, c'est le pays qui redistribue le plus, que la France a combat la grande pauvreté, qu'en France, il y a des aides sociales, etc., etc., bah oui, on domine aussi. Pour dominer les corps, il faut dominer l'esprit d'abord. Pour pouvoir exploiter, il faut dominer et lui expliquer que voilà. C'est pour ça qu'on fait une nouvelle pensée critique. Voilà, aussi. C'est parce qu'on considère que voilà, quand même, si tu as une petite maison avec un bout de jardin, c'est grâce au patron quand même. Heureusement qu'il te donne du boulot. T'imagines, il y a 6 millions de chômeurs, il faut être content quand même que le patron il te donne du boulot. T'es pas content? Si, je suis content, monsieur le patron. Merci de me donner du travail. Mais c'est pour ça qu'on lutte profondément là-dessus. Mais quand on t'explique que en fait, c'est toi qui crée la richesse du patron, que le patron à aucun moment il crée sa richesse et la seule chose qu'il avait, c'est qu'il a eu un morceau de capital qui lui a permis de construire de monter son entreprise et que derrière c'est toi qui en fait l'a fait fructifier et que tu n'en récupères qu'une petite part, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Moi je donne un exemple souvent, je dis quand un patron il achète un bloc de métal et que ce bloc de métal ça devient une Ferrari qui est vendu à 200 000 euros. C'est pas le patron qui a réussi à vendre la Ferrari à 200 000 euros. Qui a transformé le bloc de métal? Les ouvriers. C'est le travailleur qui a fait en sorte que ton bloc de métal qui coûtait, je sais pas moi, 1000 euros la tonne, faire en sorte que de ce bloc de métal de rien du tout, toi tu as payé un peu d'électricité, tu as payé un peu de matériaux, un peu d'outils. Mais ces outils, cette électricité, sans la force des travailleurs pour pouvoir la transformer, qui t'a vendu ta bagnole dans ta concession? C'est le travailleur qui l'a, c'est le commerçant qui l'a vendu, qui a négocié, qui a essayé d'être vendeur. C'est l'ingénieur, c'est le designer qui a dessiné. Toi, tu n'as rien fait du tout. C'est soit tu es fils d'eux, soit tu as réussi à vendre un bon projet au banquier qui t'a permis de te donner l'argent pour pouvoir avoir l'usine. Tu vois ce que je veux dire? Mais à aucun moment tu justifies. Donc au final, le travailleur de chez Renault ou je ne sais quoi, quand la voiture elle se vend 30 000, 40 000 euros, il est payé combien? Il est payé 1500 balles. Pourtant, il a dû fabriquer au moins 200 bagnoles dans le mois qui ont été vendues 50 000 euros. Combien il a été payé? Il n'a pas été payé à la valeur de son travail. Il a été payé à la valeur du temps qu'il donne pour le travailleur. Tu vois ce que je veux dire? On lui donne juste de quoi subvenir à ses besoins minimaux et à son loyer. Ni plus ni moins. Tu vois ce que je veux dire? Et donc quand tu commences à discuter, mais c'est pour ça qu'on est pris comme des starbés, parce que je veux dire, vraiment c'est clair, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est pour ça que je dis le marxisme, c'est une pensée de travailleur. Malheureusement, je critique beaucoup les intellectuels qui, je trouve, les intellectuels, soit qui se revendiquent de Marx, soit qui citent le marxisme, mais qui rendent ça imbuvable, quoi, incompréhensible, avec de la phraséologie ultra technique, etc., machin, où il faut que tu aies fait une fac de sociaux pour comprendre, c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, Trotsky disait que le marxisme, c'est fait pour les travailleurs.
c'est une pensée qui est faite pour que le travailleur comprenne en fait. C'est parce que c'est pour t'organiser toi. C'est pas pour que les intellos, je ne sais quoi. Tu vois, on a besoin d'intellectuels, mais il faut rendre la pensée compréhensible au maximum de monde. Sans la rendre simpliste. Mais oui, mais c'est pour ça. Je pense que moi-même, après, je suis le visage peut-être public le plus connu autour de ces questions-là, travailleurs syndiqués, etc. machin, et que je dénote. Je veux dire, dans la gauche, jamais on a vu un mec de quartier qui parle un peu en verlan, etc., machin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un autre logiciel. Et beaucoup critiquent, beaucoup essayent de s'opposer parce qu'il y a aussi une forme de racisme qui existe, là, mais de peur. Mais parce que, enfin, je veux dire, par là, on aime bien aider les Noirs et les Arabes. Mais quand les Noirs et les Arabes commencent un petit peu à exister aussi par eux-mêmes et autres, et qui commencent à prendre des places, c'est un peu moins... Enfin, je veux dire, par exemple, moi j'ai été au NPA. Les gens qui connaissent le NPA savent très bien ce qui s'est passé en 2004. Sur la loi de 2004, c'est des professeurs de la LCR et de lutte ouvrière. La loi de 2004 sur l'interdiction du port du voile, ce sont des professeurs d'extrême gauche qui ont été à l'initiative de rejeter les élèves qui portaient le voile. En 2010, les gens connaissent l'affaire d'Ilham Moussaoui, elle était 4e de liste de mémoire. Ils lui ont fait un conseil de discipline en congrès. Ils l'ont poussé à la sortie. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a beaucoup de problèmes. Et quand tu viens avec une logique où les gens, c'était une pensée qui était réservée un peu à une certaine gauche, etc., intellectuelle. Non, moi je considère que le marxisme, il est à la portée de tous. Et que oui, c'est logique. Et que ce n'est pas nous qui allons penser la révolution. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de construire une organisation politique révolutionnaire avec des milliers de jeunes, de travailleurs, d'exploités et d'opprimés, capables, en fait, dans les grands moments, dans les grands défis, quand les gens vont avoir besoin, vers qui se tourner, avoir une organisation qui a déjà fait des démonstrations dans la lutte de classe, être capable de pouvoir les aider. Pour moi, c'est ça qui est central. RP, vous êtes un parti trotskiste, tu l'as rappelé. Sauf qu'il n'y a pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 partis trotskistes. Lutte ouvrière, le POI, le POID, LPA évidemment, et puis RP. Comment c'est possible? Il y a 2 LPA. Comment c'est possible que vous ne soyez pas capable de vous réunir dans un seul parti? Ben, déjà, il y a un truc, cette critique-là, on l'a fait beaucoup aux organisations trotskistes ou même à la gauche de manière générale. On ne le fait jamais à la droite. Alors qu'en vérité, la droite est ultra morcelée. Je veux dire, tu as des ailes, tu as des franges. Pourquoi Oui, mais non, mais c'est juste pour essayer de montrer que ce n'est pas une spécificité. Parce que même à droite, on utilise cet argument-là pour dire à quel point, regardez comment ils sont divisés. Et je veux dire, les partis politiques, de manière générale, sont divisés. Même au sein même des partis politiques, il y a des franges. Et des courants différents. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je veux dire, la division, etc., j'en suis pas heureux, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, il y a des désaccords politiques profonds qui existent. Qu'est-ce qui vous différencie du coup des 4 autres partis? Le POI, le POID, je les connais peu, mis à part savoir qu'ils sont un peu une organisation qui est suiviste du mélenchonisme et qui soutient Mélenchon. De temps en temps, je vois quelques affiches parce qu'ils vont faire un meeting sur l'impérialisme ou sur la guerre en Ukraine ou autre. Mais mis à part ça, quelle est l'activité du POI, POID dans l'exercice de la lutte de classe? Qu'est-ce qu'ils organisent, qu'est-ce qu'ils coordonnent? Je ne saurais pas c'est pas ma politique en tout cas. Je pense qu'on doit exister en propre, on doit utiliser les présidentielles. Il faut savoir c'était en 2002, de mémoire, l'extrême gauche avait fait 10% aux élections. Lutte ouvrière avait fait quasiment 5% et le NPA aussi. Comme quoi, à un moment donné, les trotskistes, ils ont influencé plus de 10% de la population dans leur programme, dans leur politique. Donc moi, je considère que être demain dans une élection, c'est aussi batailler et influencer. J'ai une camarade aujourd'hui, Myriam Bregman, qui est en Argentine, fait partie de notre parti frère, le PTS, le Parti des travailleurs socialistes. Eux, ils sont plus de 3000, ils ont des députés et autres. Enfin, je veux dire, quand tu as une députée qui rentre avec le drapeau palestinien dans l'Assemblée, tu vois,
c'est quelque chose. Quand tu as une députée qui dénonce le capitalisme en direct dans un débat à la présidentielle, c'est totalement autre chose, tu vois. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait? Et moi je considère que le rôle des révolutionnaires, il n'est pas d'être à la remorque de la gauche institutionnelle, etc. Et voilà. Après sur la lutte ouvrière, on a plein de désaccords, on a plein de points d'accord. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Sur le communisme, etc. Mais après, on a plein de points de désaccord. Enfin, je veux dire, les gens connaissent par exemple les positions sur la lutte antiraciste, sur les luttes féministes, etc. Enfin, même si c'est eux qui souvent rappellent qu'ils sont les premiers à avoir mis une femme candidate à la présidentielle et qui ont des candidates à la présidentielle, la réalité c'est qu'il y a des positions très problématiques sur les questions de genre, sur les questions de féminisme, etc., sur les questions d'oppression raciale et autres. Donc enfin, vis-à-vis de LO, on a plein de désaccords, mais c'est aussi l'activité. C'est-à-dire pour nous, on dit que le NPA et Lutte ouvrière sont des partis routiniers, aujourd'hui sont une extrême gauche routinière, qui aujourd'hui ne cherche pas à construire une véritable organisation révolutionnaire qui est capable de peser, et aussi avec un certain scepticisme aussi vis-à-vis de la classe, que ça soit dans le mouvement des Gilets jaunes, que ça soit dans le mouvement des retraites, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez, la bourgeoisie est toujours très très stable, etc. Enfin, on a beaucoup de critiques là-dessus, mais c'est aussi quelle activité. Et nous, on dit souvent, il faut juger les organisations politiques vis-à-vis des démonstrations qu'elles font dans l'activité de la lutte de classe. Les gens, ils sont capables de savoir ce que fait RP et ce que dit RP lorsqu'il y a la mort de Naël sur la Palestine, sur le Niger, ce que dit RP et ce que font les militants d'RP au moment de la réforme des retraites, etc. C'est plus difficile pour les autres organisations de savoir ce qu'elles font et ce qu'elles disent à certains moments. On va conclure, Anas Kazib. C'est ma question bonus, je l'adore. À gauche, il y a eu la génération Mitterrand. C'est les soixantenaires d'aujourd'hui. Il y a eu la génération désenchantée, pour paraphraser Mylène Farmer. C'est les quarantenaires, en gros. J'ai la conviction que nous, la génération des vingtenaires, trentenaires, fait partie de la génération déterminée. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre aujourd'hui, qu'il y a une génération qui veut être une génération sacrifiée, qui doit porter tout, la dette française de je ne sais qui. Moi, personnellement, je n'ai pas fait d'emprunt à la Banque européenne. Donc, enfin voilà, voilà, c'est la dette climatique, la dette de tout, la situation sanitaire et autres. Enfin voilà, moi, je refuse ça. Je pense qu'il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf. Lénine, pour reprendre une phrase de Lénine parlait souvent des anciens militants et des anciennes générations comme du bois séché, et il disait il faut du bois frais, en fait, il faut de la nouvelle génération pour pouvoir mener aussi ces grands combats, les porter et autres, mais il va falloir que ça soit avec une boussole politique, en tirant les bilans aussi de ce qui a manqué aux générations précédentes, parce que sinon on est amené systématiquement à tomber dans les mêmes illusions là-dessus, sur le vote, sur la gauche institutionnelle, enfin je veux dire par là, il faut pouvoir avancer avec une clarté politique, mais c'est clair qu'il y a une détermination. Moi je le dis, il y a une nouvelle génération ouvrière qui est en train d'émerger, qui existe, qui est là. Il y a une jeunesse dans les quartiers populaires qui a envie de lutter, qui a montré sa détermination à lutter contre les inégalités sociales, raciales. Il y a plein de jeunes femmes qui veulent lutter contre le patriarcat et de jeunes hommes aussi qui veulent lutter contre le patriarcat. On avance aussi sur les questions d'oppression faite aux personnes LGBT, etc. Enfin voilà, il va falloir qu'on commence à avoir... La convergence. C'est pas la convergence, parce que pour moi, converger, ça voudrait dire... c'est de s'unir. C'est d'avoir une union, d'avoir un programme et une boussole politique qui est commune. Voilà. Comme aujourd'hui, ça devient... Enfin, je veux dire, il y a 15 ans, on ne disait pas l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage, etc. Enfin, il y a 10-15 ans, les gens ne disaient pas ça. Je veux dire par là, pour moi, il n'y a pas de lutte pour le climat sans lutte anti-impérialiste. Il n'y a pas de lutte contre la transphobie, sans lutte antiraciste, sans lutte de classe, etc. etc. Je pense qu'il faut qu'on commence à voir toutes ces questions, qu'on a un oppresseur commun, qu'on a une classe qui nous domine, qui nous oppresse,
qui participent à ces formes d'oppression. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, 84% des familles monoparentales sont une femme avec des enfants, les emplois les plus précaires sont occupés par des femmes. Je veux dire, moi je veux dire à une femme qui lutte contre le patriarcat qu'elle a centralement la nécessité de lutter contre ce système de manière globale et de ne pas considérer que parce que Marlène Schiappa serait une femme, elle serait son alliée en tant que femme. Au contraire, elle est son ennemie de classe parce que les femmes bourgeoises pensent surtout comme des bourgeoises et comme une classe dominante. Et donc on a besoin de lutter ensemble, de se coordonner ensemble et j'espère que peut-être Révolution Permanente qui existe maintenant centralement comme une organisation depuis un an, peut-être un point d'accroche, un point qui peut permettre une sorte de bloc de résistance comme on dit aujourd'hui et qui peut-être demain deviendra une grande organisation politique où tu nous rejoindras Marie. Agnès Cazib, merci. Merci à toi, merci à vous.